Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir de ton corps? Tu flottes au-dessus de ton lit, tu te vois endormi, toute la pièce autour de toi, les gens. Tu pourrais décrire précisément ce qu'ils font alors que tu es inconscient. Soudain, une lumière au bout d'un tunnel, elle t'aspire, mais bizarrement, tu n'as pas peur. Non, tu ressens une forme de paix. Tu vois ta vie défiler devant tes yeux, t'es sur le point de passer de l'autre côté, quand soudain, réveil. Tu viens de vivre une EMI, une expérience de mort imminente. Ça peut arriver à n'importe qui, peu importe la croyance, la culture, le genre, l'âge, même un membre de notre équipe. La plus connue, c'est elle, Pamela Reynolds. Pendant son opération, elle a vécu, comme toi, une décorporation. Elle a vu et décrit tous les gestes des médecins autour d'elle, les instruments et même les propos. Mais il y a des cas plus anciens, comme ce gars, qui raconte avoir vu sa vie défiler pendant qu'il se noyait, et on a même des peintures. La science n'a pas encore d'explication. Hypoxie cérébrale, DMT endogène, kétamine endogène, il y a plus d'une vingtaine de théories. Ce qui est sûr, c'est que c'est une création du cerveau. On a testé avec des objets et messages cachés dans les salles de réanimation. Personne n'a jamais réussi à les voir pendant leur vol astral. D'ailleurs, ça me fait penser au phénomène de Lazare. Souviens-toi, on en avait parlé dans cette vidéo. Des défunts se sont réveillés après avoir été déclarés cliniquement morts. 72 cas jusqu'en 2022. C'est rare. Et tu reviens généralement pas pour longtemps. La plupart des gens finissent par mourir définitivement peu de temps après. Mais ils n'ont pas forcément vécu une EMI. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ce tunnel, cette vie qui défile, cette sortie du corps ? En gros, qu'est-ce qui se passe quand tu meurs ? Mourir, c'est quoi? En France, il y a 3 critères dans la loi. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée. Ça fait beaucoup, non? Pourquoi c'est pas juste le cœur bat plus, donc t'es dead? Jusque dans les années 1950, la mort c'était l'arrêt cardiaque. Point. Mais depuis, on a inventé des machines pour réanimer les gens. Donc il a fallu intégrer le cerveau dans l'histoire. Même si le cœur bat encore, s'il y a plus d'activité cérébrale et que le sang ne circule plus, t'es dead, c'est bon. La mort, c'est donc pas instantané. On pense que ton cerveau est encore actif 5 à 10 minutes après l'arrêt du cœur. Mais d'autres organes peuvent encore fonctionner après, tout s'éteint pas en même temps. Ton foie peut encore métaboliser de l'alcool, tes muscles peuvent bouger, et par exemple le signe de Lazare. En gros, t'es décédé, mais tu bouges encore. Ton bras se lève et se croise sur ta poitrine. Et ça même après la mort cérébrale, parce que la voie neuronale est reliée à la moelle épinière. De quoi filer les pétoches, même au médecin. Donc, il t'arrive encore plein de trucs, alors que toi, techniquement, t'es plus là. Mais qu'est-ce qui arrive à ton corps après ? Qu'est-ce qui va t'arriver ? Qu'est-ce que tu rates une fois que t'es mort ? Les hackers du désert nous ont eu. Panique pas, je vais relancer la vidéo grâce à CyberGhost VPN. Un seul clic suffit pour nous connecter à l'étranger, chiffrer nos données avec un protocole militaire et masquer notre adresse IP. Ils ne peuvent rien contre moi sur les Wi-Fi publics. T'as fini? Sérieusement? Tout le monde sait ça en 2025. Pareil pour les économies sur les avions, trains, hôtels, abonnements. Tiens d'ailleurs, le yen est hyper bas en ce moment si vous voulez faire de bonnes affaires au Japon. Allez-y. Et hop, une petite figurette. Ça vaut aussi pour tes contenus géolocalisés à débloquer. Émissions de TV étrangères, catalogue restreint de plus de 40 plateformes de streaming et les sites bloqués en France. Vous m'avez très bien compris. Et surtout, tout le monde sait que c'est fiable. Excellente note sur Trustpilot, garantie 45 jours, satisfait ou remboursé et pas cher. À peine 2 € par mois pour un accès simultané jusqu'à 7 appareils. Mais qu'est-ce qu'ils attendent alors ? Faites comme 38 millions d'utilisateurs. Essayez CyberGhost VPN grâce à notre lien en description. Est-ce que tout le monde se fait autopsier ? C'est réservé aux victimes de crimes comme dans les films policiers. Eh ben non, ça peut t'arriver, même si tu meurs à l'hôpital et qu'il n'y a rien de suspect. Une sorte de contrôle de qualité, est-ce que les traitements ont été efficaces ? De quoi t'es mort précisément ? Même ta famille peut demander ton autopsie pour les aider à faire leur deuil. Mais t'inquiète, tout le monde n'y passe pas. À peine 8000 personnes ouvertes en deux par an en France. Alors, on t'ouvre pas tout de suite en deux, Parfois, une observation externe du corps suffit. On regarde tes marques, tes cicatrices, etc. C'est après qu'on te découpe. Et proprement, faut pouvoir rendre le corps à la famille en préservant la dignité. Alors, tu veux savoir comment ça se passe et t'as le ventre vraiment bien accroché ? Il y a des autopsies entières filmées sur YouTube. À but éducatif, c'est souvent des pros en école de médecine qui montrent comment on fait, donc c'est pas à reproduire à la maison. Comme celle-ci, à 37 millions de vues, où ça ouvre un crâne à l'aide d'un marteau. C'est probablement l'un des trucs les plus hardcore que tu verras sur internet. Et je suis hyper sérieux quand je dis ça. Vraiment. Vraiment sérieux, quoi. Vraiment, c'est une autopsie, quoi. C'est vraiment... Il y a le couteau, on ouvre et on voit tout. C'est-à-dire que c'est une autopsie. Voilà, vous êtes au courant.
Mais si tu veux pas t'infliger ça, ce qui est absolument compréhensible, voici comment on fait. Généralement, on commence par une incision en Y sur le torse, 2 ouvertures au niveau des épaules, du cou, qui se rejoignent au niveau du pubis. On décolle la peau et c'est parti. On inspecte, mais on retire aussi. Un fragment de chaque organe est prélevé pour analyse, mais aussi les fluides comme le sang, l'urine, etc. On pèse, on cherche des signes de maladie, de traumatisme, et t'inquiète, hein, on te rend tout après et on referme proprement. Ah, Burke! Mais imagine tu te réveilles pendant l'autopsie. Tu sais, comme dans cet épisode de Dr House, genre un phénomène de Lazare. En Espagne, il y a bien un détenu déclaré mort par 3 médecins différents qui s'est réveillé juste avant la table d'autopsie. Il avait chopé une pneumonie après avoir passé plusieurs heures en chambre froide. Alors, j'ai pas trouvé de cas. Par contre, à une époque, on pratiquait des autopsies sur personnes vivantes. Pas toujours au nom de la science ou du progrès de la médecine, hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a notamment le cas de 8 soldats américains torturés par des Japonais en leur retirant leurs organes sans anesthésie. Aucun n'a survécu. Mais c'est affreux. Bon, et si on passait à la suite? Parce qu'une fois qu'on t'a recousu, il faut te préparer pour ton enterrement. Et il faut se dépêcher parce que les premiers signes de décomposition arrivent vite. C'est la rigidité cadavérique. À peine 2 heures après ton décès, tes muscles et tes articulations s'immobilisent. Ça commence par ton visage, puis ta nuque. Il faut y aller hein, pour te faire bouger. Pratique pour déterminer l'heure du décès, mais t'inquiète, ça finit par disparaître avec les premiers signes de putréfaction. Tu resteras pas figé dans l'éternité. T'as aussi les lividités cadavériques. On pense qu'un mort, c'est tout pâle, c'est vrai, mais il y a aussi des taches qui vont apparaître. C'est le sang qui s'accumule sur les parties basses de ton corps à cause de l'apesanteur. Donc sur ta nuque, ton dos, tes fesses. Pour ralentir le processus de putréfaction, la thanatopraxie a plusieurs méthodes. Le froid d'abord. On te met dans une chambre ou sur une table entre 5 et 7 degrés. Ça évite la prolifération des bactéries. On peut aussi t'injecter un mélange chimique à base de formol, ça fait plus naturel. En France, ces soins de conservation ne sont pas du tout obligatoires, mais il y a des exceptions. Si tu meurs à l'étranger. Eh oui, il faut bien te ramener, les compagnies aériennes ne vont pas prendre le risque que tu contamines tout l'appareil. On le recommande aussi si tes proches souhaitent conserver ton cadavre à domicile ou si les obsèques sont tardives. C'est vrai que les défunts ont toujours l'air tout beau tout propre quand on vient se recueillir une dernière fois. Comme endormi, on efface le plus possible les signes de la mort. Ça passe par une petite toilette mortuaire. On lave le corps, on l'habille et on le maquille histoire que t'aies l'air moins livide. On peut même faire une suture de la bouche et garder les yeux clos grâce à des lentilles spéciales. Évidemment, ça a pas la même tête que les momies égyptiennes et on n'a pas toujours fait comme ça. L'embaumement moderne a été démocratisé au 19e siècle par Abraham Lincoln. Pendant la guerre de sécession, on a embaumé les soldats en masse pour pouvoir rapatrier leur corps. On s'est beaucoup inspiré des travaux d'un médecin français et à l'époque on n'utilisait pas du formol mais un mélange d'arsenic et de mercure. L'un des embaumés les plus connus qui va lancer la mode, c'est justement ce bon vieux Lincoln. Sa dépouille a été paradée dans les États du Nord. Mais puisqu'on a mentionné les momies... Les rites funéraires les plus mystérieux. Brûler ou être enterré. Si t'avais vécu dans l'ancien temps, ton corps aurait peut-être connu un autre destin. La momification est l'alternative la plus connue. On pense à l'Égypte, avec un protocole bien précis. Réduire le cerveau en bouillie à l'aide d'une tige dans le nez, retirer tous les organes et tout mettre dans des vases. Faut juste pas toucher au cœur, élément central dans le jugement de l'âme devant Osiris. Puis, faut déshydrater le corps. Pour ça, ils utilisaient du natron naturel. Toutes les cavités étaient remplies avec. On plongeait la dépouille dans la mixture et on laissait poser 40 jours. On massait le corps avec de l'huile et on le parfumait. C'est qu'après que viennent les fameuses bandelettes. Ça pouvait aller jusqu'à 375 mètres carrés de tissu pour un seul corps. Et on y casait des amulettes protectrices. Bref, c'est un sacré chantier. Mais c'était pas les seuls à le faire. Est-ce que tu savais que la plus vieille momie jamais retrouvée venait en fait du Chili? Les chinchorros retiraient toute la peau et les muscles. Le squelette était ensuite enduit d'argile et le tout peint. Toujours en Amérique du Sud, les momies chachapoyas étaient emmaillotées dans un sac de peau dans une position proche de celle du fœtus. Mais les plus terrifiantes sont probablement les momies des îles Hébrides. 2 des 4 cadavres qu'on y a retrouvés seraient en fait composés de morceaux d'autres corps, de vraies créations de Frankenstein. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Au Moyen-Âge, on a testé d'autres techniques de conservation. Il y a par exemple eu la décarnisation ou Mos Theotonicus qui consiste à faire bouillir le corps pour détacher la chair des os et faciliter le transport, notamment pratiqué sur Saint-Louis. Mais bon, si on a tendance à vouloir laisser nos morts reposer en paix, certaines pratiques les sortent de terre même après leur inhumation. Regarde cette photo. La personne assise à gauche est décédée.
Ouais, ça se remarque pas, hein, et c'est une pratique courante au 19e siècle, la photographie post-mortem. Avec l'invention récente de la photo, les riches voulaient immortaliser l'image de leurs proches, donc on les habillait et on les mettait en scène pour un dernier souvenir. C'était souvent des enfants, mais aussi des célébrités, comme Victor Hugo. Alors eux, ils sont sur leur lit de mort, ça va, mais pour créer l'illusion que certains étaient toujours en vie, on avait des stratagèmes un peu glauques. Utiliser une cuillère pour maintenir les yeux dans leur orbite, attendre plusieurs heures pour s'adapter à la rigidité, bref, une fois que tu le sais, perso je trouve ça assez macabre. Mais aujourd'hui, chez les Malgaches, on pratique le retournement des morts. Tous les 5 à 7 ans, on sort le corps de terre et on change son linceul. Il y a une grande fête, ça dure 2 jours, faut nourrir tout le monde avec un sacré banquet et de la musique. Les morts qui bénissent les vivants, faut pas les aider sur les moyens. La mort, c'est donc pas toujours un moment de lamentation, hein. C'est aussi parfois l'occasion pour une communauté de se réunir et de faire la fête. Mais d'autres ont un rapport plus distant avec leurs cadavres. Chez des tribus africaines, comme les Maasai, les dépouilles sont abandonnées à l'extérieur du village pour être mangées par les hyènes ou d'autres prédateurs. Alors ça veut pas dire qu'elles sont pas traitées avec respect, hein, lavées et préparées. Mais ces groupes ne pratiquent pas l'inhumation, pour ne pas contaminer le pâturage par exemple. En fait, l'abandon du corps, c'est un rite funéraire assez répandu. Au Tibet, on appelle ça les funérailles célestes. Elles ne sont pas réservées à tout le monde. Le corps est découpé en morceaux, les os réduits en poussière et mélangés à une sorte de farine, le tout est donné à manger aux vautours. Alors ça peut nous surprendre avec notre culture, mais ces derniers sont en fait considérés comme des sortes d'anges qui aident donc l'âme à monter au ciel. C'est aussi une façon d'épargner la vie de plus petits animaux, habituellement au menu des grands. Enfin, on a les tours du silence, des bâtiments funéraires zoroastres où les Parsis abandonnent leurs morts. Là aussi pour qu'ils soient dévorés par les vautours et desséchés par le soleil. Encore une fois, d'un point de vue extérieur, ça semble fou, mais ça témoigne de croyances et de rapports différents à la mort. Pour les Parsis, le vautour est un animal sacré, le feu aussi, source de vie et de lumière. On ne lui confie donc pas les défunts. La mort n'est ni instantanée, ni une expérience unique, chacun la vit à sa manière. Tu sais que tu pètes dans ton cercueil ? Ouais bon, gros cassage d'ambiance. Mais une fois que t'es mort, qu'on est sûr que tes proches t'ont dit au revoir et qu'on te laisse enfin reposer en paix, ou bien qu'on voit combien de temps tu vas mettre à complètement disparaître. Et ben le processus de décomposition dépend de plein de choses. Sans soin de conservation, les premiers signes arrivent au bout de quelques jours. Si on laisse ton corps à l'air libre, j'ai lu que ton corps pouvait complètement se décomposer en 2-3 ans. Si tu optes pour un enterrement dans un cercueil, ça va dépendre de son étanchéité, sa profondeur dans le sol. Plus proche de la surface, il sera exposé à la chaleur, donc ça accélère. Plus sous terre, il fait plus froid, donc ça ralentit. En gros, l'environnement peut entraver le processus. On a par exemple ces 6 hommes piégés dans un éboulement d'une mine de sel en Iran. Une fois sortis, ils se sont vite décomposés. On a aussi la demoiselle de glace, enterrée dans une chambre funéraire qui s'est retrouvée inondée. L'eau a gelé, la glace n'a jamais fondu en plusieurs siècles grâce au pergélisol. Mais toi, dans ton cercueil, il t'arrive quoi ? Alors, si t'es en train de manger, bon, on te conseille de faire une pause, hein. Meili, bouge-toi les oreilles, on y va. Pour commencer, des taches vertes vont apparaître sur ton abdomen. C'est dû à des pigments d'anaérobie issus de matière fécale et qui prolifèrent dans ton intestin. En temps normal, ça survient 24 à 48 heures après le décès. Les bactéries dans ton organisme favorisent la production de gaz. Donc, ton corps se gonfle, ta langue et tes yeux sortent. Et tu te mets à péter, voire à rôter pour relâcher tout ça. Des insectes vont aussi venir se nourrir de ton corps. Oui, même si t'es dans un cercueil bien étanche, hein. Des mouches peuvent avoir pondu dans ton corps avant ton enterrement et des asticots vont venir te grignoter. Ta peau va se nécroser, ta graisse va se liquéfier, tout ce qui sera pas mangé va juste suinter de ton corps dans un liquide rouge et noir. Et combien de temps dure ce calvaire ? Entre 3 mois et 1 an avant de devenir un squelette. Après, il reste plus que tes os, tes cartilages et tes ligaments. Ces derniers vont s'assécher, ton squelette va donc se disloquer avant de tomber progressivement en poussière. Ah oui, ça a l'air un peu long. Mais comment on a fait pour étudier ça ? La décomposition, l'influence des différents facteurs, il y a des gens qui ont créé des cercueils transparents pour qu'on puisse check si tout se passait bien. Tu sais, comme ce médecin aux États-Unis. Bon, oui, aujourd'hui on ne voit plus rien à travers la vitre, et heureusement, hein, parce qu'il est mort depuis plus de 130 ans, donc il doit plus être très frais. Il y a des lieux où les scientifiques étudient les cadavres, les fermes des morts. On place les dépouilles dans différentes situations pour les observer. Par exemple, on a découvert que même dans ton cercueil, tu pouvais encore bouger, à cause des insectes ou de tes ligaments quand ils s'assèchent.
Alors, tu te retournes pas dans ta tombe non plus, hein, mais tes bras peuvent s'étendre sur le côté par exemple. On s'est aussi rendu compte d'un truc, c'est qu'on se décompose plus lentement qu'avant. Alors, il n'y a pas encore d'explication, mais on pense que c'est dû à notre alimentation, avec tous les conservateurs qu'on ingère par exemple. Mais aussi peut-être à cause des antibiotiques. Et on s'est pas rendu compte de ça dans les fermes, mais dans les cimetières, quand on a déterré certaines tombes. Oui, parce que si tu croyais que personne n'allait venir te déranger, détrompe-toi, hein. T'es locataire ici, hein, et il y a plein d'autres morts à la recherche d'une sépulture. Donc dès que plus personne ne paye ta concession qui arrive à échéance, eh bah on te sort pour faire de la place. On va t'enterrer ailleurs, dans un cercueil tout neuf, ou bien on te crame. Et c'est comme ça qu'on découvre que, même 40 ans plus tard, c'est encore possible d'identifier ton cadavre. C'est le gros défi du monde funéraire, le manque de place. Les cimetières sont surpeuplés et vu que le nombre d'humains augmente, ça ne va pas s'arranger. Où enterrer nos morts? Eh bien, il y a plusieurs stratégies. Les cimetières virtuels, comme à Hong Kong, l'une des villes les plus peuplées du monde, la True Dragon Tower, une tour de 20 étages qui accueille les urnes funéraires de Taïwan. Toujours en Asie, tu peux transformer les cendres de tes proches en bijoux ou en diamants. Mais tu t'en doutes, ces nouvelles pratiques funéraires rencontrent des résistances, parce que certains restent attachés aux traditions. En plus du problème de surpeuplement des lieux de repos, la question écologique renouvelle aussi les pratiques. La crémation génère autant de CO2 qu'un trajet de 1100 km en voiture. Les inhumations contaminent les sols et les nappes phréatiques. Il y a donc eu une multiplication des méthodes alternatives d'inhumation qui décomposent le corps vite fait bien fait et plus écolo. L'aquamation par exemple, qui ressemble à la décarnisation. On plonge ton corps dans une eau chauffée à 96 degrés avec des carbonates, du sodium et du potassium. Tous tes tissus disparaissent au bout de quelques heures. On récupère tes os, puis on les réduit en poussière. À toi de voir si tu veux qu'ils soient mis dans une urne ou utilisés comme fertilisant. Oui, du fertilisant. C'est le cas aussi de l'humusation. On te place dans un linceul biodégradable sous une butte avec des conditions d'humidité très précises. Et au bout d'un an, pouf, tu t'es transformé en houmous, l'or noir des jardiniers dont ils se servent pour fertiliser la terre. Mais pour l'instant, aucune de ces techniques n'est autorisée en France sur les êtres humains. La mort, c'est un processus mystérieux, omniprésent mais caché, tabou mais inéluctable, sacré pourtant en plein changement afin de s'adapter à nos modes de vie modernes. Il y a 1001 façons de s'y préparer, pourtant elle peut frapper à chaque instant. Et qu'importe qui tu étais, comment t'as vécu, les bonnes ou mauvaises actions que t'as faites, tes croyances, le nombre de richesses que t'as accumulées, à la fin, comme chacun d'entre nous, ton corps redeviendra poussière. Ce qui arrive au reste, ton âme, ton esprit, ça, personne n'a encore réussi à le prouver. Encore merci à CyberGhost VPN. Pour 2 € par mois, sécurisez votre connexion, obtenez de meilleurs prix en ligne et débloquez les contenus des catalogues de plus de 40 plateformes de streaming. Le lien est en description.